Bonjour les amis, bonjour chers abonnés. Je suis ravi de savoir que vous êtes plus de 400 à suivre mes vidéos. Cela m'encourage à vous faire plus en plus de contenu riche et n'hésitez pas de votre côté à me suggérer des améliorations ou des sujets qui vous tiennent à cœur dans Windev. Je ne manquerai pas de vous répondre et si techniquement cela est faisable, je le ferai et je vous donnerai éventuellement une échéance pour satisfaire donc vos besoins dans Windows. En attendant, on est à l'épisode 10 de notre, je reviens en arrière un petit peu ici, donc de notre application qu'on a décidé de faire ensemble Mondial de foot 2022. Et là, je vais aborder le codage de la première fonctionnalité affichée aux utilisateurs sur leur smartphone, qui est suivre les actualités du mondial qu'on est supposé mettre dans la base de données par l'application Windows. Dans l'épisode 9, je vous ai montré les principaux thèmes, les principales choses auxquelles il faut penser pour faire l'interface graphique. Donc ici, je vais continuer, mais en cette fois-ci, on va coder. Alors je rappelle que donc on a 15 épisodes en tout, on est à l'épisode 10. Je rappelle que on a deux applications, une application Windows qui remplit la base de données. Dans les vidéos précédentes, on l'a développée et montré comment la déployer. Et là, actuellement, donc, depuis l'épisode 9, on s'occupe de l'application mobile. Alors, pour faire, première fonctionnalité, afficher les résultats, les actualités, pardon, je rappelle ce que j'ai dit dans l'épisode 9. J'ai décidé de faire une seule fenêtre avec plusieurs plans. Chaque plan présente une fonctionnalité. Donc aujourd'hui, cette fenêtre qui s'appelle Accueil, le plan numéro 1, j'affiche les actualités. Et comme on le voit, comme si vous avez suivi les vidéos d'avant, je vais mettre ça dans une zone répétée. Mais comme à chaque répétition, à chaque ligne de la zone répétée, je mets des choses différentes, soit du texte, soit des vidéos, soit des images avec du texte. Donc j'ai préparé des fenêtres internes que je vais inclure dans ma zone répétée. On verra ça tout à l'heure. Ici, d'abord, je vais vous parler à droite de la base de données. Pour afficher les actualités, je vais voir le fichier actualité. Ce fichier actualité, je l'ai rempli par des jeux d'essai depuis l'application Windows. Et puis, il faut que je le lise. Et puis, j'écris dans la zone répétée, je remplis les petites fenêtres internes. J'ai fait un choix que vous voyez à l'écran. C'est-à-dire, au lieu d'aller dans le chargement de la fenêtre, la section qui s'appelle pour une fenêtre fin d'initialisation et taper un code qui va parcourir le fichier actualité de A à Z. On a la fonction dans W langage qui s'appelle pour tout. J'aurais pu faire pour tout actualité. Et à ce moment-là, dans cette boucle-là, je lis une actualité et j'écris dans la zone répétée. Alors, j'ai décidé de faire autrement. C'est-à-dire que j'ai décidé de fabriquer en dehors du code ce qu'on appelle dans Windows une requête. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le découvrir aujourd'hui. Je vais demander à Windev d'interroger la base de données et plus précisément le fichier actualité. Je vais lui demander de me trier les actualités par la date la plus récente et l'heure la plus récente pour avoir toujours les actualités les plus récentes. Et ce que j'aurais indiqué dans la requête, ça va faire un fichier séparé dans mon projet et sur le disque de mon PC de développeur. L'avantage de ça, alors j'ai sorti de l'avantage de ça ici. Alors je reviens parce que j'ai dû faire une grosse manip, pardonnez-moi. L'avantage de faire ça, c'est que ce fichier requête, je pourrais le modifier parce que je veux rajouter une information supplémentaire, je veux trier autrement, modifier la requête sans que je modifie le reste du code de mon application. Un deuxième avantage de faire une requête pour interroger les données, c'est que vous pouvez réutiliser cette requête dans d'autres applications qui utiliseraient la même base de données. Alors quand je ferai une requête, normalement, vous voyez ici la première étape, la base de données, elle renvoie des données. Alors l'avantage d'une requête, c'est que je ne vais pas lire tout le fichier, je peux lire que les fichiers les enregistrements qui m'intéressent. Bon, dans cette appli, je vais tout prendre, mais je pourrais tout à fait sélectionner les enregistrements. La base de données, elle renvoie en mémoire RAM
les actualités. Donc, elle les donne pas directement dans la fenêtre. Donc, on appelle ça en français les résultats de requêtes, les jeux de requêtes, les jeux de résultats. Et en anglais, un record set, et ça se met en mémoire. Après, je pourrais, moi, lire le résultat comme si c'était un fichier. Donc, je fais aussi une boucle pour tout, mais je donne le nom de la requête au lieu de donner le nom du fichier. Mais pour ça, il me faut du code. Alors, c'est pareil, j'ai préféré mettre le code qui va lire le résultat de la requête et de remplir la zone répétée dans une procédure. Pourquoi aussi? Parce que une procédure, ça va avoir l'avantage de pouvoir l'appeler à plusieurs endroits différents de mon application. Or ici, quand je réfléchis, quand je vais lancer l'appli la première fois, ça, il faut que ça affiche le plan numéro 1 avec les actualités. Donc je vais je vais exécuter le code qui remplit la zone répétée déjà dans euh, dans le code fin d'initialisation de la fenêtre. Mais regardez en bas de cette fenêtre, en bas à gauche, j'ai installé dans l'épisode 9, j'ai installé une barre de navigation. Donc l'utilisateur, il va cliquer sur des icônes. Si par contre, par exemple, il passe à l'icône groupe au match, il va voir autre chose. Mais quand il revient et qu'il appuie sur le home, sur accueil, il faut que je lui réaffiche de nouveau les actualités. Donc, à un endroit différent, qui est la barre de navigation, il faut que je fasse le même code qui remplit la zone répétée. Donc, je ne vais pas faire un copier-coller du même code de plusieurs lignes à deux endroits différents de mon appli. Le mieux, c'est de le mettre directement dans un endroit précis qui est la procédure. Et après, les deux endroits que je viens de citer, j'appellerai cette procédure-là. Et donc voilà, donc c'est ce qu'on va commencer à regarder dans WinDev. Une dernière petite chose sur cette image de mon appli. Regardez là-haut dans ce qu'on appelle l'action barre, la barre d'action en français. J'ai mis un titre à mon appli. Donc je vais commencer par vous montrer ces différentes choses. Donc j'ai déjà lancé WinDev ici. Je vais fermer ça. Donc, j'ai lancé WinDev. Je vais juste vous montrer ce que ça donne. Le code, je l'ai déjà tapé, mais je vais l'expliquer pour vous au fur et à mesure. Et à la fin de cette vidéo, je mettrai aussi en commentaire le lien sur le Google Drive qui vous donne le dossier technique où vous pouvez copier-coller ce code. Alors, je montre à l'exécution. Je vais choisir le Go en haut à droite. Je demande de débugger sur un simulateur de téléphone. Ici, Galaxy S10. Ça va prendre un petit peu de quelques secondes, parce que mon ordinateur est chargé de choses. Et voilà, donc il m'affiche ici les actualités que j'ai remplies par l'application Windows, avec la date, l'heure. Vous voyez, c'est du texte. Là, c'est une vidéo YouTube qui s'affichera sur un vrai téléphone, parce qu'en simulateur, il nous demande d'être connecté. Vous voyez en bas, ici, je vais descendre un tout petit peu. Voilà. Ici, j'ai résultat d'un match. Donc, c'est une autre présentation. Et tout en bas, j'ai donc ici une présentation avec une image et un texte qui est en bas. Vous voyez? Et j'ai la barre de navigation. Donc, si je clique sur une autre icône, donc pour l'instant, j'ai mis simplement, j'ai pas fait l'interface pour les groupes, j'ai mis juste un libellé pour savoir que je suis dans les groupes. J'ai mis un libellé pour dire que je suis dans le plan 3 match. Et j'ai mis un libellé pour le plan 4 stat. Si je reviens à cliquer sur accueil, là vous voyez, j'appelle la même procédure qui a permis de voir les actualités. Ici, voilà, ça affiche les actualités lorsque j'ai lancé l'appli la première fois. Donc, deux endroits différents. Alors, comment j'ai fait ça? D'abord, je commence par dire le titre de l'appli, je vais le mettre dans l'action barre. Là, il se trouve que j'ai qu'une seule fenêtre, mais si vous aviez dans une autre application plusieurs fenêtres, vous aimeriez que le titre soit le même exactement dans toutes les fenêtres. Et éventuellement le modifier un jour, il faut qu'il soit modifié dans toutes les fenêtres. Alors, comment j'ai fait? J'étais dans le code du projet. Regardez là, le fameux P qu'on a en jaune là-haut. J'ai cliqué droit, j'ai fait code de l'élément. Et cet endroit stratégique, qu'on appelle le code du projet. Vous avez une section qui s'appelle initiation du nom du projet
et vous avez ici les autres sections si le projet se ferme, ce que vous faites. Ici, j'ai déclaré global et j'ai déclaré une variable. Donc, la variable que je déclare ici, elle sera utilisable dans n'importe quelle fenêtre de votre application et dans n'importe quel champ, bouton ou autre chose de votre application. Donc, j'ai déclaré une variable qui s'appelle titre application. GS, WinDev a rajouté le préfixe. Et j'ai décidé de l'appeler Mondial Foot 2022. Mais si un jour j'ai envie de changer, je viens changer ici. Et simplement, il faut s'arranger pour que le changement ici, ça se répercute sur toutes les fenêtres. Et après, je pourrais dire même le titre en français, le titre en anglais. Après, je bascule dans ma fenêtre. Dans ma fenêtre, je clique dans le vide à gauche ou à droite. Je demande le code de la fenêtre. Et regardez ce que j'ai fait ici. Donc ça, pour l'instant, je vais l'éloigner. Ici, j'ai fait simplement, je suis dans le code qui s'appelle, la section de code qui s'appelle fin d'initiation de la fenêtre. Rappelez-vous, ça veut dire juste, la fenêtre, elle est chargée en mémoire, mais avant qu'elle s'affiche, je peux encore faire des choses. Je lui dis quoi? Je lui dis la fenêtre, là où je suis. J'aurais pu taper aussi le mot moi-même pour dire la fenêtre dans laquelle je suis. Je demande à changer le titre et au lieu de marquer le titre en dur, entre guillemets, j'appelle juste la variable que j'ai déclarée en global dans le projet. Ce qui fait que la fenêtre, elle va toujours charger le contenu de la variable et si le contenu de la variable change, ça change. Bon, c'est pour ça que vous voyez donc dans la fenêtre quand je teste là-haut, mondial de foot 2022. Ok, ça c'est une chose. Maintenant, on va dire que je vous ai parlé que je vais créer une requête ici qui va interroger le fichier actualité et je vous ai dit que ça, c'est bien qu'on me ramène les actualités triées. Donc il faut que vous assurez avec moi. Je reviens ici. Je demande à WinDev de me montrer la base de données. Donc je clique en bas à gauche sur l'icône qui représente l'analyse. Analyse, le mot que WinDev réserve à la base de données. Je clique droit, je fais ouvrir l'analyse. Et ce fichier actualité, dans les autres épisodes, moi j'ai créé la base de données, je vais double-cliquer pour montrer ce qu'il y a comme description des informations sur les actualités. On les voit ici, la date, l'heure, le type d'actualité. Je mets une lettre T pour texte, P pour photo et texte, V pour vidéo, etc., etc. Ici, s'il y a un texte, ça sera chargé là. La photo, s'il y a une photo. La clé unique, c'est pour dire deux actualités ne peuvent pas avoir la même date et la même heure. C'est une clé composée. Le lien de YouTube, si jamais c'est une vidéo. La référence à match, si jamais je veux afficher les résultats d'un match. Et ce que j'ai rajouté ici, et vous vérifiez si vous l'avez aussi ou pas, j'ai créé ça, rappelez-vous, la clé composée, les icônes là-haut, ajouter clé composée, et on m'a donné un assistant, je lui ai dit la date et l'heure. Donc, vous la voyez à droite ici. Moi, comme je l'ai déjà créé, je clique sur le bouton éditer. Et là, donc j'ai pris la date et l'heure qui était à gauche, j'ai fait avec la flèche vers la droite, je les ai mis ici, mais j'ai rajouté en plus que je veux que le tri, ça soit descendant. Date actualité, ça veut dire que j'aurai les dates les plus récentes et les dates les plus anciennes vers la fin. Ce qui est normal, c'est quand on lit nous-mêmes sur les applications préférées, on lit les informations, on lit des choses sur Facebook ou autre, on n'a pas envie d'avoir les infos qui datent de 6 mois. Et pour l'heure, dans la même journée, je voudrais aussi que les actualités arrivent par l'heure la plus récente et les heures les plus anciennes dans la journée soient aussi en ordre décroissant. Donc, vous assurez que vous avez fait ça. Éventuellement, pour régénérer l'analyse. Et une fois que c'est fait, maintenant, je vais faire quoi? Je vais commencer par créer la requête, c'est-à-dire l'étape numéro 1 dans ce schéma-là. Alors, j'ai été faire quoi? J'ai rebasculé ici dans l'explorateur du projet avec les fenêtres. Et à ce moment-là, vous avez une branche ici dans le projet qui s'appelle requête. Alors moi, j'ai déjà ma requête, mais je vais faire semblant de la créer. Donc celle-là, je l'enlève. C'était juste un test. Donc la requête qui s'appelle liste actualité, elle existe déjà, mais je vais vous montrer pour ceux parmi vous qui l'ont jamais fait. Je clique sur la branche requête, clic droit. Je fais nouvelle requête. Alors, je dis que je vais interroger. Donc interroger,
On appelle ça une sélection. Ceux qui connaissent l'SQL et en connaissent ces mots en anglais, nous, on n'en a pas besoin parce que WinDev va vous dire, vous n'avez pas besoin de connaître ce langage SQL. Laissez WinDev faire. Donc, je fais suivant parce que je veux interroger, donc le premier choix. Un assistant va se lancer et il y a plusieurs choses à gérer dans cet assistant, dans cette fenêtre. Ici, simplement à gauche, je choisis le fichier que je veux interroger. Donc ici, actualité, je développe la branche et je commence à lui dire, je double-clique, je veux la date, je veux l'heure et ça se sélectionne au milieu. Je veux le type, je veux le texte, je veux la photo, enfin, je veux tout, quoi. Et ainsi de suite. Et une fois que j'ai choisi ce que je veux pas, je le laisse à gauche. Je vais maintenant soit rajouter des conditions, si je veux pas prendre toutes les actualités. Par exemple, je ne lis plus dans les actualités qui sont supérieures à une date pour ne pas avoir les actualités qui datent de très longtemps. Là, dans notre cas ici, dans notre vidéo ici, on prend toutes les actualités, donc j'aurai pas de conditions, sinon j'aurais cliqué sur ce bouton-là et je me laisse guider. Il va me dire quelle colonne doit être égale, supérieure, etc. Moi, ce que je veux, c'est trier. Donc, je lui dis ici, je sais que c'est déjà trié, je sais que j'ai une clé composée dans le fichier actualité, mais la requête, elle sait pas qu'il faut parcourir les actualités sur cette clé. Donc, je lui dis date actu et je choisis le bouton trier et je lui dis trier sur cette rubrique. Et là, je lui dis descendant. Alors, quelqu'un peut dire, oui, mais je comprends pas parce que dans le fichier actualité, on a déjà fait une clé composée qui trie, etc. Vous aurez raison de poser cette question. Mais le fichier actualité, le fait que j'ai fait une clé composée, ça veut dire que WinDev, au fur et à mesure que je rajoute les actualités dans le fichier, il va pré-trier. Il va trier très à l'avance sur le disque dur les actualités sur la date et sur l'heure. Et il met cet ordre de tri quelque part dans la mémoire du disque dur. Et après, on attend qu'il y ait une requête qui interroge sur ces mêmes critères la date en décroissant et l'heure en décroissant. Et l'avantage, c'est que les actualités arriveront beaucoup plus vite que si je n'avais pas déjà fait une clé sur la date et sur l'heure, ce qu'on appelle en réalité dans les autres langages, dans les autres plateformes, créer un index. Donc là, c'est pas une répétition. Je lui dis que je veux trier en décroissant sur la date. Je dis la même chose pour l'heure. Je choisis l'heure tri. Je lui dis que je veux faire en décroissant. Voilà, OK. C'est tout ce que j'ai à faire. Et là-haut, je donne un nom à ma requête. WinDev me propose de la précéder, de la préfixer par rec underscore. Je laisse et je l'appelle par exemple liste actualité pour que ça ait un nom parlant. Je vais rajouter 2 parce que j'ai déjà la requête de toute prête. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Bien sûr, on peut rajouter plein de choses, que les n premiers, etc. Et regardez en bas, tout en bas de cette fenêtre, pour ceux qui aiment l'SQL, c'est que moi, j'ai fait toutes les choix et les tris et les conditions éventuelles avec la souris. Mais en bas, il y a un onglet. WinDev me dit, je peux vous montrer le SQL qui a été généré automatiquement par cet assistant. J'agrandis un peu. Vous voyez, ici, là, je vous montre en bleu. Alors, il faut pas le contrarier, ce code SQL, il faut le laisser comme ça. Mais déjà, ceux qui n'utilisent pas WinDev et qui regardent cette vidéo, ils peuvent utiliser WinDev gratuit juste pour générer les requêtes SQL. Ils commencent par faire avec la souris et après, ils peuvent faire copier-coller du code SQL. Bon, je suppose que donc, j'ai fini ici. Vous allez faire OK. Moi, je vais faire annuler parce que la requête, elle existe déjà. Alors, ma requête SQL, quand j'aurai fini, WinDev va me présenter un affichage comme ça, graphique. Donc, c'est ça, quand j'aurai validé la requête. Et il me fait un schéma qui me rappelle un peu ce que j'ai fait. Il montre ici en marron qu'on part d'un fichier de base de données. Il dit qu'on fait un tri ou si j'avais fait des sélections, il me montrera. Et là, il me dit que j'aurai un résultat en bleu qui serait aussi sous forme d'enregistrement et qui seront triés sur la date et l'heure. Donc, juste visuellement, je vois ce que je fais. Maintenant, ce que j'ai envie de savoir, est-ce que ça marche avant même que je commence à coder? Ben, je viens cliquer dans le vide ici, dans la partie un peu violette. Je clique droit et j'ai le droit de faire tester la requête. Et regardez,
il me montre les résultats dans une fenêtre avant même que je code. Et je vois bien ici que c'est trié. J'ai tous, donc dans mon jeu d'essai, je fais la même date, mais regardez les horaires. C'est l'heure la plus récente parmi la même journée. Et après, j'ai les types texte, vidéo, match, photo et texte, texte, etc. Donc, je dis que ma requête fonctionne, c'est très bien. Je peux fermer ce volet-là et je vais maintenant essayer donc d'avancer sur autre chose. Maintenant, ce que je veux, c'est lorsque lorsque l'application se lance, je voudrais créer donc une procédure et cette procédure, je vais mettre le code qui va utiliser la requête. Donc là, je vais revenir dans mon explorateur à gauche dans les fenêtres. Je vais vous montrer que ici, dans ma fenêtre que je mets en bleu ici à gauche, il y a une branche qui s'appelle procédure. Et je rappelle que je peux hésiter parce que là où les requêtes, je vais fermer un peu la branche. J'ai aussi le mot procédure ici, montre en bleu. Et donc, à l'intérieur de chaque fenêtre, la branche fenêtre, j'ai aussi procédure. Alors, je crée une procédure là, dans une fenêtre, lorsqu'elle n'est utilisée que dans cette fenêtre. On dit que c'est une procédure de fenêtre. Ou alors, je crée une fenêtre tout à fait en dehors des fenêtres, de la branche des fenêtres. Et on dit que c'est des procédures globales parce qu'elles peuvent être appelées par toutes les fenêtres de l'appli. Moi, j'en ai besoin que de cette fenêtre. Et pour cause, parce que je n'ai qu'une seule fenêtre dans mon projet. Donc ici, j'ai été faire clic droit, nouvelle procédure. Je lui donnais un nom, PRC quelque chose, et j'ai fait ajouter. Donc, vient par exemple l'appli test. Voilà, ajouter. Et voilà, et donc il me met dans le code et je commence à coder ici. Sauf que j'ai déjà créé la procédure. Et une fois que vous aurez créé votre procédure, vous voyez avec moi comment je l'ai appelé. Donc, je vais voir la branche à gauche ici. Je l'ai appelé, je double-clique dessus. Je l'ai appelé PRC pour procédure liste actualité. Et à partir de là, je vais commencer donc à dire comment je vais raisonner. Donc, pour l'instant, j'oublie cette déclaration ici. Je l'explique un peu plus loin, la ligne 14. Je commence donc à dire ici, je vide, donc je mets en bleu à chaque fois. Je vide la zone répétée si jamais elle est remplie par quelque chose. Alors, j'ai peut-être un peu été vite. Si vous n'avez pas regardé l'épisode numéro 9, la précédente, je rappelle que la zone répétée à tout hasard, la zone répétée que j'ai créée ici, je l'ai créée dans le plan numéro 1. Regardez ce 1 en haut à droite bleu. Quand je crée une fenêtre avec les flèches navigation vers le haut, vers le bas, je peux me balader dans plusieurs plans de la fenêtre jusqu'au plan 0 où il n'y a pas marqué 0. Donc, dans le plan 1, j'ai fait une zone répétée. J'ai demandé à WinDev qu'elle soit remplie par programmation, c'est-à-dire vide. Et quand je rentre dedans, rappelez-vous, là où vous avez les propriétés de la zone répétée, j'étais dans l'onglet contenu et j'ai coché ici utiliser une fenêtre interne. Donc, je vais remplir la zone répétée par une fenêtre interne. Et je rappelle que si vous avez une version ancienne de WinDev, vous risquez de ne pas avoir ça. À ce moment-là, pour suivre notre application, vous décidez que votre zone répétée contiendra que des champs fixes. Par exemple, vous pouvez mettre les textes, les vidéos, les photos, tout dans la même répétition. Et après, vous pouvez, par programmation, faire visible, non visible pour pouvoir faire comme nous. Donc, j'annule ici. Après, j'ai fait des fenêtres internes. Vous les voyez à gauche. La fenêtre texte, je vous rappelle, j'ai créé grâce à fenêtre, j'ai fait dans la branche fenêtre, clic droit, nouvelle fenêtre. Et j'étais dans cet assistant de création de fenêtre, cliqué sur l'onglet fenêtre interne et j'ai cliqué sur vierge. Et une fois que j'ai eu ma fenêtre de vide, ici donc une fenêtre vide, j'étais dans, alors on oublie un petit peu ce qu'il y a à droite ici. Ici donc, j'ai rajouté pour cette fenêtre interne la date, l'heure, libellé date, un libellé heure, un libellé texte, un libellé qui contient rien mais juste la couleur du fond, la couleur du cadre. J'ai fait pareil pour une deuxième fenêtre interne qui contient libellé date, libellé heure, une photo
Donc une image. Donc en création, je choisis ici le champ image. J'ai fait un libellé pour avoir du texte. Et après, j'ai fait un libellé aussi avec le cadre rouge. Troisième vidéo, troisième fenêtre interne, celle qui présente un match, le résultat du dernier match. Elle contient un libellé date, un libellé heure et 4 libellés pour présenter le premier pays, les buts marqués par le premier pays, un libellé qui représente juste un tiré pour séparer les buts, un libellé qui représente les deuxièmes buts pour le deuxième pays, qui est aussi un libellé. Donc tout ça, ça a été vu normalement et dans l'application Windows et dans l'épisode 9. Et puis une dernière fenêtre interne qui elle contient libellé date, libellé heure et puis un champ HTML que j'ai créé avec l'onglet création, champ graphique et j'étais ici dans la combo HTML et j'ai pris affichage HTML et je l'ai nommé ici HTML vidéo. Voilà donc, une fois que j'ai créé ces fenêtres internes, chaque fenêtre interne, si je reviens à celle du texte, chaque fenêtre interne, dans son code, je clique ici, je lui passe les infos qui permettent de remplir ce qu'elle a, ce que la fenêtre interne comme champ. Donc, par exemple, je lui passe une date, je lui passe une heure, et je lui passe donc ici un texte. Donc, pour se rappeler d'une façon générale, après vous regarderez le texte dans le PDF que je vais vous passer, quand vous voulez remplir une zone répétée par une fenêtre interne, la fenêtre interne, elle contient des champs. Donc, le code qui veut ajouter la fenêtre interne à la zone répétée doit passer à la fenêtre interne des informations pour qu'elle puisse remplir les champs. D'accord? Alors, on revient maintenant à la procédure. Donc, je suis dans la procédure ici. Je vide la zone répétée si jamais elle a déjà été remplie précédemment. Après, ici, donc je vais rajouter des commentaires, vider la ZR, zone répétée. Ici, quand vous avez créé une requête, un fichier requête, donc on a testé, on a vu ici, exécuter la requête. On fait ça avec une instruction qui s'appelle hexecute requête. Attention, il y en a une autre qui s'appelle execute SQL, faut pas l'utiliser. Il faut utiliser cette fonction hrequête ici. Et vous lui donnez, quand vous commencez à ouvrir la parenthèse, il va vous proposer les requêtes de votre application. On n'en a qu'une seule, donc vous faites que choisir. Vous prenez ce paramètre par défaut pour lui dire je ne veux pas une exécution spéciale. On aura l'occasion, s'il le faut, de revenir là-dessus, mais il faut juste dire par défaut. Et là, j'entoure l'exécution par un test si. C'est-à-dire si la requête s'est exécutée correctement, qu'elle a trouvé la base donnée, qu'elle appuiera en ramener des résultats, on m'enverrait vrai. Sinon, ça serait faux. À ce moment-là, c'est-à-dire que c'est pas la peine que je remplisse la zone répétée. Et une fois que je rentre dans le si, c'est-à-dire que j'ai exécuté la requête correctement, ici, je boucle sur les enregistrements renvoyés par la base de données, par la BD. Donc ici, elle me renvoie les actualités. Je le fais avec une fonction boucle pour tout. Elle fonctionne pour les fichiers, elle fonctionne pour les requêtes. Je lui donne pas le nom du fichier actualité, mais le nom de la requête que je viens d'exécuter ici. Et après, maintenant, une fois qu'elle m'a ramené, je sais que mes actualités sont typées, c'est-à-dire qu'ils ont à un moment donné dans le fichier. Donc, je mets plus du tout le nom du fichier, je mets le nom de la requête et il y a le type actu qui est la même colonne que dans le fichier actualité qui contient une lettre de l'alphabet qui dit qu'est-ce que c'est comme actualité. Et donc, rappelez-vous, on a mis T pour dire ce n'est que du texte. Et à ce moment-là, donc, j'utilise une fonction selon qui va tester tous les cas possibles que je trouve dans ce type-là, comme une variable, mais elle peut avoir que certaines valeurs. Et qu'est-ce que je fais? Eh ben, je lui dis, grâce à cette fonction à la ligne numéro 24, ici, je lui dis, tu rajoutes à la zone répétée, le nom est en français, il est parlant, zone répétée ajoute FI comme fenêtre interne, la zone répétée, celle qu'on a créée, celle que j'ai supprimée en haut, le nom de la fenêtre interne parmi les 4, vous voyez là-haut,
Quand il y a que du texte, je prends la fenêtre interne qui n'affiche que les textes et la date et l'heure. Cette fenêtre interne, elle attend la date, l'heure et le texte à afficher. Mais tout ça, ça vient de la requête. Donc, l'écriture, c'est le nom de la requête, point, l'information que la requête ramène, la date, l'heure, etc. Je fais la même chose dans le cas où, ici, donc je vais marquer un commentaire. Selon le type d'actu, remplir la zone répétée, je mets ZR, par une fenêtre interne différente. Voilà. Pour qu'on garde une trace, les commentaires, ça nous sert à réviser quand on a oublié. Ici, P comme photo, j'ai le droit de rajouter du texte à droite. Je peux dire ici texte, actualité du type texte. Ici, c'est texte et vidéo. Et vous voyez la différence ici, il n'y a pas grande différence. Je fais aussi ici zone répétée, ajoute FI, mais c'est le nom de la fenêtre interne qui a changé. Donc, je réduis un petit peu à gauche pour vous montrer tout. Voilà. Cette fenêtre interne qui va faire une photo et photo et texte, la date, l'heure, j'ai mon curseur qui marche pas, l'heure, et je dois lui passer la photo. Or, la photo, c'est un type dans la base de données qui est un type un peu spécial. C'est un type qu'on dit de type binaire, son, tout ce qui est son, donc audio, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est photo, ça stocke dans une base de données sous forme binaire. Je peux pas lui passer la photo comme ça, sinon ça plante dans WinDev. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais stocker, d'abord avant de l'ajouter, je vais stocker l'image qui vient de la base de données, qui est la photo, dans une variable spéciale que j'appelle ici buff comme buffer. Et je remonte un peu là-haut dans mon code. Je déclare une variable là-haut. Vous voyez cette variable ici. J'ai déclaré une variable de type buffer. Buffer, c'est-à-dire que les données sont binaires, sont compréhensibles que par l'ordinateur des 0 et des 1. Et c'est ce que me dit WinDev dans la doc. Il me dit, quand vous passez des images à une procédure, etc., ça ne marche pas toujours. Le mieux, c'est de convertir l'image qui vient d'une base de données, de la stocker dans une variable de type buffer et après de la passer à la fenêtre ici, dans mon cas. Ici, je vais donc la mettre dans un buffer. C'est juste un type de variable spéciale. Et après, c'est ça que je passe, au lieu de passer directement l'information qui vient de la requête. C'est ça qui change. Si je regarde un petit peu la fenêtre interne avant de continuer avec la procédure, je rebascule dans la fenêtre la fenêtre interne qui affiche la photo. Je regarde son code. Vous voyez ici, il faut que ça soit conforme. Elle dit, je reçois l'image, la photo dans une variable que je vais appeler buff image reçue. WinDev m'a rajouté G. Et elle aussi, elle déclare le même type buffer. Comme ça, elle pourra la mettre dans un champ image. Vous voyez ici en ligne 4. Je reviens à la procédure. La procédure va bêtement continuer en disant si l'actualité que je viens de lire dans la requête c'est une vidéo, alors je vais simplement ajouter une fenêtre interne différente et vous voyez, rien de difficile. Ça a même été vu dans une application Windows, dans une vidéo. La date, l'heure et un lien de type lien de vidéo YouTube qu'on a normalement rempli dans la base de données. C'est tout. Et j'ai dû oublier le type match ici. Oui, le type match, c'est aussi la même fonction zone répétée ajoutée FI, match. Et le match, c'est la date, l'heure. Et normalement, on a stocké dans la base de données un numéro d'enregistrement, donc des entiers 1, 2, 3, 4, qui représentent le match d'une façon unique. C'est tout. Il n'y a rien à faire. Et une fois qu'on aurait appelé la procédure, la zone répétée s'affichera directement. Alors maintenant, je reviens ici dans mon schéma général. J'ai fait le premièrement. OK. La requête SQL, on vient de la voir. J'ai fait la procédure pour lire. Normalement, elle appelle, mais comment je fais pour maintenant pour appeler la procédure? Eh bien, il faut que j'aille dans les endroits où on a besoin d'afficher la zone répétée
pour appeler cette procédure parce qu'une procédure, ça ne s'exécute pas tout seul. Il faut bien qu'à l'endroit de l'appli, j'appelle cette procédure. Alors, je reviens ici et je vais revenir donc je ferme un peu tous ces codes-là, j'en ai un peu trop. Je fais en bas fermer tout le monde. Je sauvegarde si nécessaire. Je reviens lui dire, remontrez-moi la fenêtre. Ici, je vais double-cliquer sur fenêtre d'accueil. Et ici, je sais que je vais cliquer dans le vide dans le code de la fenêtre. Ici, je mets le titre donc de ma fenêtre. Mais, donc ici, je prépare le code. C'est cette section en jaune qui s'appelle fin d'initialisation. Ça veut dire que lorsqu'on affiche la fenêtre pour la première fois, généralement, c'est lorsqu'on lance l'appli. À ce moment-là, je lui dis, j'appelle la procédure. Cette procédure, ici, je vais montrer que ça. Je l'appelle ici. Je donne simplement le nom de la procédure et c'est ça qui fait que ça va s'afficher. Enfin, pas tout à fait parce que, regardez, je rappelle à tout hasard, j'ai ici de nouveau le 1 qui est là-haut. Voyez en haut à droite. Parce que j'ai une fenêtre à plusieurs plans. Quand je reviens avec le défilement en arrière ou le page down, j'ai un plan vide, mais il n'y a pas de zéro, il n'y a rien, c'est le plan 0. Et j'ai ici, avec le page vers le bas ou page up, j'ai les autres plans. Moi, je veux me mettre sur le plan 1. Donc, quand je code ici, ce qu'il faut s'afficher une fenêtre, il ne faut pas oublier de lui dire, tu me mets sur le plan 1. Donc ici, tout ça, je vais l'oublier pour l'instant. On va expliquer ça après. Tout ça, ici, je n'oublie pas de lui dire, une fois qu'il a rempli la zone répétée, si je lui dis pas de se mettre sur le plan 1, ici, c'est afficher le plan des actualités. C'est le plan 1. Voilà. Donc normalement, c'est ça qui fait que ça affiche complètement les zones répétées. Mais qu'en est-il maintenant? Qu'en est-il lorsqu'ils vont voir les actualités, mais ils vont en bas, ici, appuyer sur une icône autre que accueil dans la barre de navigation. À ce moment-là, ils vont changer d'endroit et comme je disais tout à l'heure, ils risquent de revenir avec leurs doigts, appuyer sur accueil. Il faut que j'appelle la procédure de nouveau pour qu'elle réaffiche de nouveau les actualités, éventuellement mise à jour parce qu'entre-temps, il y a eu ajout. Alors, je vais sur la barre d'action, qui est pas le bas mais le haut. Je sélectionne la barre d'action, l'action barre ici. Je fais clic droit, code. Et regardez, ici, je suis bien sur l'action barre qui s'appelle Act B underscore action barre. J'ai pas changé son nom, c'est pas nécessaire. Là, c'était juste des tests, donc ça, je l'enlève. Je vais le mettre en commentaire plutôt. Ce qui nous intéresse, c'est cette section qui s'appelle modification de la vue. Modification de la vue, ça veut dire qu'ils ont appuyé avec le doigt ou pendant le test avec la souris sur les différentes icônes de la barre de navigation en bas. Et l'icône la plus à gauche qui est la petite maison qui est Home, elle est numérotée 1. Donc je fais une fonction selon, je lui donne le nom de l'action barre, la même qui est citée ici dans le bandeau jaune, et je dis 1. 1, ça veut dire ils ont appuyé sur l'icône à gauche qui demande de voir donc les actualités, c'est le home ou l'accueil. Et vous voyez, une deuxième fois, à un deuxième endroit, j'appelle la procédure qui va réeffacer, vider la zone répétée, qui va re-remplir la zone répétée par les actualités comme on vient de le voir, et je me remets sur le plan 1 pour qu'il m'affiche les actualités. S'ils ont appuyé sur l'icône qui demande l'affichage des groupes, pour l'instant, j'ai pas prévu de codage pour cette partie-là. On le fera dans une prochaine vidéo. Mais je me mets juste sur le plan 2 où j'ai prévu un petit libellé qui dit on attend de faire les groupes. Ici, pareil. 3, c'est les matchs et 4, c'est, comme vous le voyez, c'est les stats et ainsi de suite. Je peux rajouter autant d'icônes que je veux. Bon, bah, ça, c'est bon parce que maintenant, on avait testé, ça doit marcher. Alors, j'y dois avoir une erreur quelque part. Je vais la corriger. Comment corrige-t-on une erreur? Je regarde ici en bas, des messages, et le message qui contient
panneau interdit ici, il me dit, vous avez tapé quelque chose qui ne va pas. Oui, à un moment donné, j'avais créé une procédure test, mais j'ai tapé n'importe quoi dedans. D'ailleurs, je vais en profiter pour la supprimer à gauche. Ici. Clic droit, et je lui dis supprimer, ici. Voilà, la procédure test supprimée. Je teste de nouveau mon appli, donc avec le simulateur, mais sur un téléphone. Et donc là, j'ai un tout petit peu. Alors, c'est un peu ralenti sur mon téléphone à moi. Ça s'affiche ici. Donc ça a été appelé par la section fin d'initialisation de la fenêtre, c'est-à-dire au moment où la fenêtre se charge. Et maintenant, je teste en bas. Ici, là, ça a disparu. Ici, je vais appuyer sur les icônes de la barre de navigation. Je vais dans Groupe. Je vois plus les actualités. Dans les autres, je vois pas. Mais si je reviens dans Accueil, ça va prendre un temps. Non, c'est pas, j'ai pas cliqué sur Accueil, pardon. Si, ça vient. Parce que mon PC est un peu ralenti. Voilà, ça revient. Donc, on est bien fait ça et on a bien fait une procédure pour ne pas coder deux fois à deux endroits différents. Je ferme. Alors, tout ça, donc, on l'a fait. Maintenant, il y a une chose dont je m'occupe pas pour l'instant, je m'occuperai tout à fait à la fin, c'est que mon application, elle cause en français, mais on a prévu qu'elle cause en anglais. À ce moment-là, ce que j'ai prévu plus tard, sur la barre de navigation, je vais rajouter une cinquième icône qui s'appellera paramétrage et on donnera un plan de la fenêtre, par exemple le plan numéro 5 ou 6, et l'utilisateur choisira français et anglais et l'application causera en plusieurs langues, selon ce qu'on a prévu dans l'application, actuellement le français et l'anglais. Alors, ce que je voudrais vous montrer en plus ici, c'est quel est le miracle qui fait que je teste en simulateur Android, ça marche. Maintenant, le code, je l'ai tapé qu'une fois. Je vais regarder, je vais ici dans l'explorateur à gauche dire mais qu'est-ce qu'il en est si je teste sur un iOS. Ici, vous voyez en haut à gauche, on a vu ça aussi dans l'épisode précédent, on a deux configurations. Application Android, c'est en gras et en noir, ça veut dire qu'on simule étant sur un Android. Je vais double-cliquer sur application iOS. Et donc là, c'est iOS qui est en gras. Je vais maintenant aller chercher le goût là-haut, mais là, il va me proposer d'office des simulateurs iPhone pour donc un téléphone de Apple ou iPad pour les tablettes d'Apple. J'essaye avec un iPhone. Et comme ça ressemble à un iPhone d'un certain modèle. J'ai absolument rien codé. Alors, j'étais en train de dire par quel miracle, c'est que le W langage, il est à 90%, voire plus, compatible avec les différentes plateformes Android, iOS, Windows ou WebDev pour faire des sites web. Et les différences, les 10% ou un peu moins, comment on fait pour les gérer? C'est ça que je voulais vous montrer. Nous, ici, on n'a rien à modifier parce que, franchement, ce qu'on a fait comme instruction, ça fonctionne pour tout le monde. Mais on va simuler qu'on va faire une instruction qui ne marche que pour Android et pas pour iOS et inversement. Ça arrive. Et à ce moment-là, c'est pas que Windev ne sait pas faire. Si Windev sait faire, c'est qu'Apple ou Google, ils ont décidé de fournir l'information d'une façon différente. Je prends un exemple. Ici, je vais aller donc dans, si je me rappelle bien, dans le code de ma fenêtre. Voilà. Et dans le code de ma fenêtre, tout d'un coup, je me dis, tiens, avant qu'on affiche la fenêtre, moi, en tant que codeur, j'ai envie de faire des statistiques sur qui utilise mon application. J'ai envie pour ça de savoir quelle est la version de l'OS du téléphone de l'utilisateur qui a téléchargé mon appli, quelle est sa version, mais la version, elle peut être Android ou elle peut être iOS. Donc, j'ai commencé à chercher dans Windows, par exemple, et j'ai fini par trouver, donc, que l'instruction qui fonctionne, donc je vais prendre tout ce code-là, je vais pour l'instant le couper, et tiens, je me dis ici, avant d'afficher la fenêtre, ici, je vais faire
mémoriser aux stats du développeur. Vous allez stocker ça dans une base de données à vous, dans un petit fichier texte, vous l'affichez, vous faites ce que vous voulez. Vous voulez avoir quelle est la version de l'OS d'Android. Oh, je regarde la doc de WinDev, ils me disent, ça s'appelle ici 6 versions Android. 6, alors, hop, je revois ce que j'ai fait ici. Est-ce que je l'ai effacé? 6 versions. Alors, je vais recoller ce que j'ai fait. C'est 6 versions Android, c'est ça. Donc ici, pardon. Je reviens, je coupe tout ça, CTRL Z, voilà. Ici, je suis en iOS. Vous voyez ici, donc je vais taper 6 version iOS et je fais ça. C'est tout. Et là, WinDev, il me dit, il me met ça en rouge, et si je l'ai la bulle d'aide qui me dit, il me dit attention, la fonction 6 version iOS n'est pas disponible pour Android. Comme je fais une application pour les deux, ben voilà une fonction de W langage qui ne fonctionne pas pour les deux. Mais j'ai envie de dire, oui, mais faites-la pour iOS, mais après, je chercherai pour Android. Comment faire? D'abord, je vais mettre mon curseur au milieu de cette fonction et je vais regarder la doc de PCSoft de WinDev pour qui me dit que attention, ce n'est valable qu'en iOS. Si vous le savez pas, donc vous mettez votre curseur sur une fonction et vous appuyez sur votre clavier sur la touche FN et la touche simultanément F1. Ça va m'envoyer vers une doc de PCSoft. Regardez là-haut l'URL. Ça contient doc pcsoft.fr. Que me dit cette doc? Elle me donne la fonction que j'ai demandée. Mais ici au-dessus, regardez, ça fonctionne pour qui? Ici, pour WinDev, tout est grisé. Donc, cette fonction ne marchera pas pour les applications Windows ni Linux. Ici, WebDev, pour faire des sites web avec WebDev, c'est grisé, ça ne fonctionne pas non plus. Mais ici, pour les applications Windows, ça fonctionne que pour iOS. Donc, je veux bien que l'icône d'Android, elle est grisée. Donc, j'ai la preuve comme quoi, quand j'utilise une fonction, est-ce qu'elle est valable pour tout le monde ou pas? Par contre, j'aurais pris une autre fonction, il y aura tout est affiché ici pour dire que ça fonctionne avec tout le monde. Donc cet exemple-là que je vous montre, ça fait partie des quelques pourcents du W langage où il faut deux fonctions différentes pour le faire. Alors je reviens ici. Là, je veux dire à WinDev, t'inquiète, je veux que tu le fasses uniquement si celui qui a téléchargé mon application, il utilise l'iOS de Apple. Donc je fais une fonction ici entre inférieur, je tape si et on me propose deux choses ici et je vais choisir dans ce qu'il me propose si cible exécution. Donc on a une fonction bizarrement qui commence par inférieur, qui finit par supérieur et je choisis ici pour quel type de plateforme d'exécution, on appelle ça cible ou en anglais target et je lui dis iOS. Si jamais celui qui est en train d'exécuter mon application, il est sous un iPhone ou un iPad, alors tu fais cette instruction et par exemple, je lui dis, je vais la récupérer dans une variable. C'est une chaîne de caractères. Je vais t'appeler ici version OS, par exemple, est une variable, est une chaîne, ici. Et ici, je peux lui dire, donc il a appelé S version. Et ici, je mets à gauche, égal. Et après, dans la suite du code, je fais ce que je veux, je stocke, je fais des stats avec. Mais vous allez me dire, mais oui, mais si l'utilisateur, il est sur Android. À ce moment-là, je fais, si je recommence exécution cible, je lui dis maintenant, parmi les propositions, est-ce qu'il y a une cible Android? Oui, Android. Et là, donc je sauvegarde, il accepte, vous voyez, pour iOS. Maintenant, à moi de chercher dans la doc, de me renseigner auprès de la doc de WinDev, comment obtenir la chose pour Android. Et là, normalement, j'ai la chance, elles se ressemblent un petit peu. 6 versions. Alors ici, je fais CTRL espace. Alors pourquoi à chaque fois, il ne veut pas me donner la version Android?
6 versions, je vais insister quand même, version Android. Ah oui, il la met en gris parce que il sait, alors 6 versions, j'ai mal tapé version, version, voilà. Et regardez, il râle pas, mais il le met en gris parce que à gauche, je suis en train de tester l'application sur iOS. Et si j'inverse, si maintenant je vais double-cliquer en haut à gauche sur je veux me remettre en Android, maintenant c'est le codage pour iOS qui se met en gris et moi je suis là. Et donc normalement, on arrive toujours à trouver un petit peu l'équivalent pour les deux plateformes. Il y a la même chose pour cible exécution Windows, cible exécution Java, etc., etc. Voilà les amis, donc pour quelques différences qu'on a à faire. Je vous montrerai donc dans les prochaines vidéos aussi comment on teste exactement sur un téléphone directement relié à mon PC de développeur. Ici, dernière petite chose, vous avez vu que je teste, il me propose de débugger sur un Galaxy S10. Bon, il l'a pris par défaut. Si jamais je devais tester sur un autre, spécifiquement un autre simulateur d'un autre téléphone, bah, ça dépend de la version de Windows que j'ai. Donc là, je commence par montrer la fenêtre graphique. Après, dans la version 26, je crois, et 27, on a ça. Je vais aller dans la fenêtre, dans l'onglet fenêtre, et j'ai ici, en haut à gauche, ce qu'ils appellent le panel des appareils. Je clique sur le panel des appareils, et il me montre les simulateurs actuellement disponibles. Voilà. Et ici, moi, j'avais pas ça, donc je vais le supprimer pour vous montrer comment j'ai fait. Donc là, j'ai donc simulation avec un téléphone qui est générique, mais en réalité, il me présente un grand téléphone qui est un Galaxy S10. Et tout d'un coup, on me dit, mais regardez voir simuler un Samsung, un Galaxy un peu plus ancien, le S6 par exemple. Donc je vais dans cette fenêtre de pareil, panel des appareils. Je clique ici sur un menu en haut à gauche, je dis ajouter appareil. Je vais donc ici demander à aller dans la partie téléphone, vous voyez en bleu. Et dans la partie téléphone, je vais donc cliquer pour lui dire triez-moi ça par le nom. Par exemple ici, j'ai les iPhones. Je vais après voir, donc je clique sur le nom pour que j'ai les téléphones d'abord. Voilà, tablette. Et je vais rapidement aller mettre dans Android téléphone et je cherche ici ce qui m'intéresse. Et par exemple, je vais finir par trouver, j'espère rapidement, alors tout à l'heure je l'ai trouvé, est-ce que parce que je l'avais ajouté déjà qui me l'enlève de la liste, ou est-ce que je l'ai zappé? Voilà, il est là. Par exemple, je prends le Galaxy S6 Edge. Je fais OK. Il va me le rajouter à la fin de ma liste. Voilà, il est là, normalement. Donc, quand vous voulez tester sur des simulateurs pour un téléphone de façon spécifique, une fois que vous l'avez, en faisant le go là-haut, il continuera à parler de la Galaxy S10. Mais moi, je peux venir dans ce panel des appareils, et une fois que j'ai rajouté, je fais clic droit et je peux lui dire tester avec cet appareil. Je clique sur ici, le go ici, et là, je suis supposé être sur un Galaxy S6 Edge. Et je verrai éventuellement est-ce que les ancrages, les agencements fonctionnent ou pas. Voilà, donc je suis sur un plus petit, supposé plus petit. Voilà les amis, normalement pour cette fonctionnalité fil des actualités sur l'appareil mobile, on a révisé encore quelques concepts, on a rajouté des nouveautés. Je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très très bientôt.